Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Au crépuscule de notre vie, vivrons-nous avec des regrets ? Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a recueilli les confidences de personnes en fin de vie et leurs regrets sont troublants. Et c'est pourquoi dans cet épisode 254, nous allons explorer ces 5 regrets tirés de son livre et nous allons essayer de faire un petit pas de côté pour vivre notre quotidien un peu différemment. Dans ce contexte, difficile d'ignorer le témoignage de Jeanne, qui a partagé un moment précieux avec sa belle-mère sur son lit de mort en répondant aux cartes de 2 minutes de bonheur ensemble. Jamais elle ne s'est sentie aussi proche d'elle. Après son départ, elle a ressenti une profonde joie, nourrie par ces instants d'échange et de connexion. Ah, j'en ai la chair de poule. Offrez-vous, vous aussi, des moments inoubliables avec vos proches grâce aux cartes de 2 minutes de bonheur. Créez du lien, partagez, vivez, riez et commandez votre jeu dès maintenant sur 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'aime beaucoup ma grand-mère. Elle est sage. Elle me raconte sa vie, me partage ce qu'elle en a retenu, et puis me donne des conseils pour mener la mienne. J'écoute attentivement. Je trouve toujours ça vraiment touchant. Cependant, je reconnais que souvent, je n'accorde qu'une importance moyenne à ses recommandations. À époques différentes, défis différents, non ? Que pourrait-elle comprendre de mon quotidien aujourd'hui ? Le bilan, la mort, c'est bien loin de moi. J'ai pas envie d'y penser, ça me fait peur. Je crains presque que ça me porte malchance d'y penser. Et pourtant, ça me chicote. Quelle est la sagesse que je peux retenir de nos échanges ? Peut-elle vraiment influencer mon quotidien dès à présent ? Qui donc est cette fameuse Bronnie Ware ? Comme je le disais, c'est une infirmière en soins palliatifs en Australie. Dans le métier qu'elle exerce, elle reçoit les confidences les plus intimes de ses patients sur leur lit de mort. Elle observe combien l'approche de la mort libère la parole et elle commence alors à répertorier les réponses à la question « Parlez-moi de votre vie ». Les mourants expriment alors souvent des regrets et elle est frappée et touchée de constater qu'elles sont majoritairement identiques. De cette expérience, elle a tiré un ouvrage puissant qui développe, à l'instar de son titre, les 5 regrets au moment de la mort. Et je voudrais vous les présenter chacun et vous proposer des pistes de réflexion pour agir dès aujourd'hui. Allez, je change de regard. Premier regret. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais. Voilà le regret le plus fréquent, ce qui souligne que la majorité des gens priorisent les attentes des autres sur leurs propres besoins et envies. Cela vient sans doute de notre besoin d'appartenance. Comme vous le savez, c'est un des besoins fondamentaux identifiés dans la pyramide de Maslow, dont l'objectif est de répertorier et hiérarchiser les besoins des êtres humains. Mais pourquoi cherchons-nous tant à plaire aux autres ? Effectivement, après avoir satisfait nos besoins physiologiques et de sécurité, notamment affectifs, nous avons besoin de nous sentir connectés et reconnus par les autres. Pour ce faire, nous pouvons aller contre notre nature ou nos envies pour ressembler aux autres et créer des passerelles, des connexions avec eux. C'est notamment une étape bien connue de l'adolescence où les jeunes traversent souvent une quête identitaire au cours de laquelle ils se construisent en fonction du groupe, soit pour y appartenir, soit en affirmant leur singularité. Bronnie Ware observe que beaucoup de ses patients regrettent ainsi de ne pas avoir suivi leurs rêves et de s'être efforcés à se conformer à l'image que les autres se faisaient d'eux ou de leur attente. Alors facile à dire, mais comment être soi-même ? Alors rappelez-vous, on en a parlé dans notre épisode 142, Je ne peux pas plaire à tout le monde, dans lequel je vous parlais des travaux de la chercheuse texane Brené Brown, vous savez, celle que j'aime tant. Ces recherches ont démontré que nouer des relations profondes et de qualité sont nécessaires à mon propre bien-être et qui est de commencer par m'aimer moi-même et m'accepter comme je suis. M'aimer commence par apprivoiser ma honte, mes imperfections et me montrer authentique auprès des autres. Ça me fait penser à une femme que j'ai accompagnée qui essayait d'assurer sur tous les fronts. Et ça la rendait parfois maussade, souvent insatisfaite et rancunière. En fait, rarement épanouie. Du jour où elle a abandonné sa cape de Wonder Woman, elle a redécouvert sa famille, elle a pu renouer des relations beaucoup plus apaisées avec ses proches. Et je pourrais dire d'elle que lorsque sera venu le moment de quitter ce monde,
elle ne partagera pas ce regret. Deuxième regret. J'aurais aimé ne pas travailler si dur. Voilà un regret observé chez plus d'hommes que de femmes. Cependant, n'oublions pas qu'à l'époque de l'étude, il y a quelques années, il y avait moins de femmes ayant eu une carrière professionnelle. Je trouve qu'il est particulièrement intéressant de constater combien ce regret résonne avec nos expériences actuelles. Selon une étude Statista datant de 2023, 25% des Français se disent insatisfaits de leur équilibre de vie personnelle-vie professionnelle. Et 71% déclarent manquer de temps. Un sentiment plus aigu pour les parents d'enfants en bas âge. Et pour cause. Bronnie Ware observe combien ces patients regrettent d'avoir privilégié le travail au détriment du temps passé avec leurs partenaires ou leurs enfants pendant des années qui ne reviendront jamais. Je trouve que ce regret fait vraiment écho à ce que nous connaissons maintenant des composantes du bien-être profond. Martin Seligman, le père de la psychologie positive, a développé le modèle PERMA, dont je vous parle dans notre podcast 240, et les relations épanouissantes ressortent comme un déterminant central pour nous sentir pleinement bien. C'est également un des fondements des jeux de minutes de bonheur. Et comment le trouver, cet équilibre entre travail et vie personnelle ? Alors, je voudrais faire un petit détour pour dire que déjà, loin de moi l'idée de rejeter en bloc la valeur travail, évidemment. J'ai envie de revenir sur les chercheurs de la théorie de l'autodétermination qui ont démontré que nous avons deux besoins psychologiques fondamentaux qui s'ajoutent à celui du lien social dont nous venons de parler. Les besoins de compétence et d'autonomie. L'autonomie fait référence à notre capacité à nous sentir indépendants, en capacité de prendre nos propres décisions et de poser nos propres actes sans dépendre d'un tiers. La compétence est le fait de nous sentir efficaces pour faire ce qui nous tient à cœur, de relever des défis et de nous développer. Donc ces trois composantes, appartenance sociale, compétence et autonomie, sont essentielles à notre bien-être et nous maintiennent motivés. Donc si vous avez envie de le retravailler, j'en parle dans le podcast 221 sur la théorie de l'autodétermination. Et donc, tout l'enjeu amené par ce regret est d'arriver à définir un certain équilibre entre le travail et la vie personnelle, que ça soit ajusté avec nos besoins et notre contexte. Et ensuite, d'adopter une certaine souplesse par rapport à ça, car un équilibre, par définition, est mouvant et instable. Nous sommes dans une ère de performance qui nous pousse à travailler souvent plus. Je sens bien, quand je sors avec des amis, combien c'est branché de se dire débordé d'être sous l'eau. Il y a aussi une culture de présentéisme virtuel. Comprenez bien, être joignable sur Teams ou via email jusque tard dans la soirée et lors de nos jours de congé. Cependant, cette culture est assez pernicieuse car elle établit un standard qui laisserait croire que c'est la norme et que l'exception serait de faire son travail aux heures régulières. Prenons conscience de la place que nous donnons au travail et en référence au premier regret. Demandez-vous si cela est ajusté à vos aspirations intimes ou que c'est une injonction internalisée ou en d'autres termes une croyance que vous avez intégrée et qui est bien ancrée. Troisième regret. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer ce que je ressentais. Vous imaginez bien que j'ai une tendresse toute particulière pour ce regret. Bronnie Ware observe combien de nombreux patients ont mis un couvercle sur leurs ressentis pendant toute leur vie, qu'ils ont réprimé leurs émotions de peur d'être rejetés par les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on les réprime, toutes ces émotions ? Bien sûr, c'est souvent une croyance issue de la petite enfance et appuyée par une culture répandue que les émotions sont quelque chose d'inapproprié, de puéril, une marque d'immaturité. Rester d'humeur égale, de marbre, est même souvent perçu comme une force de caractère valorisée des gens qui, justement, ne se laissent pas dompter par leurs émotions. Or, nous le savons, c'est tout l'inverse. Les émotions, bien évidemment, faut pas leur laisser le contrôle de notre vie, mais elles sont un atout formidable dans notre manche. Elles nous informent sur nos réactions par rapport à un déclencheur. Elles font ressortir nos besoins, nos aspirations profondes et nous permettent de mieux nous connaître. Ça me fait penser à mes années passées au Québec où je me sentais émerveillée et apaisée par la neige qui tombait en lourds flocons dans ce beau ciel québécois. Mes épaules et ma mâchoire se décontractaient, mon esprit se mettait en pause. Peut-être avais-je besoin de ralentir à ce moment-là.
Peut-être que le silence de mes pas étouffés par la poudreuse qui recouvrait les toits m'indiquait qu'à ce moment-là, je cherchais du calme. Et j'avoue que parfois, ça me manque. Comment communiquer nos émotions? Alors j'ai fait toute une saga là-dessus sur les émotions, vous pouvez aller les retrouver assez facilement, en tous les cas elles sont dans la bio de l'épisode. Et en fait, nous avons une capacité à communiquer nos émotions. Alors ça fait écho aux regrets rapportés par Bronnie Ware. Au-delà de reconnaître nos émotions, nous pouvons muscler notre capacité à en parler de façon constructive. Même sur le moment présent, si la mayonnaise vous est montée très très fort au nez, vous pouvez communiquer avec clarté votre ressenti. Pour ce faire, nous vous conseillons de parler de vous-même et de faire preuve d'autocompassion. Déjà, allez regarder ce qui est touché chez vous. Et si vous sentez que c'est bon de l'exprimer, employez le je informatif au lieu du tu ou du vous qui accuse. C'est un principe de base de la communication non violente. Ça permet d'aborder des sujets délicats tout en douceur. Exprimez votre interprétation, votre ressenti par rapport à la situation. Et ce que vous ressentez est vrai. Ce n'est pas discutable. Essayez le plus possible d'être factuel. Respectez vos émotions et partez à la recherche de la valeur touchée. Elles ne sont pas moins valables que celles de votre interlocuteur. Et c'est important de les connaître. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que votre boss montre un désintérêt grandissant pour les projets et les travaux que vous menez. Vous constatez que son esprit était ailleurs lorsque vous lui parliez et que vous lui faisiez des recommandations. Un jour, vous lui avez parlé des signaux que vous avez observés dans ses comportements et de comment vous les avez ressentis. Elle a reconnu que vos interprétations étaient valides. Ça a permis de renouveler son intérêt et sa confiance. Elle a ainsi pu vous expliquer les raisons de son détachement. Provoquer cette discussion est stressant. Cependant, une fois que vous en sortirez, vous serez fier de vous et reconnecté avec votre équipe. Cependant, vous le comprendrez, oser cette discussion, c'est aussi s'accepter vulnérable. Revenons-en à la vulnérabilité. Comme vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection. La vulnérabilité, c'est la base sur laquelle s'établit une relation profonde entre deux personnes, que ce soit les relations dans le travail, en famille, en couple. Je l'ai abordé dans notre épisode 49, je montre ma vulnérabilité. La vulnérabilité est souvent un peu contre nature. Elle suppose d'accepter de lâcher prise, de laisser venir l'inconfort et l'incertitude. Se montrer vulnérable, c'est accepter de laisser tomber le masque que vous portez et que nous portons tous plus ou moins, souvent, pour laisser voir votre vrai visage. C'est vous montrer tel que vous êtes. Ce courage est une force qui vous connecte aux autres. Vos proches peuvent alors mieux se relier à ce que vous partagez ou ressentez. Se montrer vulnérable, c'est aussi inviter l'autre à l'être. Enfin, être vulnérable, c'est aussi accepter que vous êtes suffisamment bien ou bon tel que vous êtes, de telle façon que vous n'avez pas besoin de vous présenter différemment. C'est une marque de dignité personnelle, de respect et d'estime de soi. Je vais vous donner un exemple. Mon ado a passé un week-end complet à se plaindre de tout, en paraissant sur le canapé sans participer aucunement à la vie de famille. Râlant que nous lui proposions pas un programme assez excitant et que toutes les occupations sont nulles ou lassantes. Et qu'en fait, il est crevé et que personne ne s'occupe de lui. Ça vous parle? Alors sachez que moi j'ai laissé passer quelques heures et puis au bout d'un moment, j'ai dégoupillé et je me suis mise à lancer moi aussi tout un tas de reproches en criant. Résultat des courses, il est monté dans sa chambre et on ne l'a pas revu de la soirée. Le lendemain matin, il ne m'a pas adressé la parole. Clairement, m'être lâché, certes sur le moment, ça m'a fait du bien. Cependant, j'ai creusé la brèche entre nous et je me suis pas soulagée dans le fond. Le soir, prise de remords, je suis allée le voir en lui expliquant que je ne comprenais pas comment l'aider, que je m'excusais de mon comportement. Et alors, il a pu me confier ce qu'il traversait en ce moment. Il m'a raconté des choses aussi sur sa vie au collège qui m'ont permis de remettre du contexte dans tout ça. Nous n'avons rien révolutionné, cependant, nous avons renoué la relation en nous respectant l'un l'autre, en accueillant nos émotions respectives. Vous vous rendez bien compte que oser ouvrir le kimono pour partager ce que vous ressentez permet de faire grandir la relation et ensuite, c'est également une preuve de confiance en l'autre et en soi-même. 4e regret. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Je vais commencer par citer Bronnie Ware.
Beaucoup étaient devenus tellement pris dans leur propre vie qu'ils avaient laissé passer des amitiés en or au fil des ans. Il y avait beaucoup de regrets profonds de ne pas avoir donné aux amitiés le temps et les efforts qu'elles méritaient. Il me semble que c'est un autre regret aussi particulièrement émouvant. Je n'ai pas à revenir sur l'importance du lien social, les chercheurs sont très nombreux à l'avoir démontré, et combien être connecté aux autres est essentiel au bien-être et à l'épanouissement de chacun, et ce dès la petite enfance. Je le redis, c'est bien mon leitmotiv quand j'ai créé les jeux de minutes de bonheur. Pourquoi perdons-nous nos amitiés avec le temps ? Alors c'est vrai qu'il y a de la concurrence entre nos multiples priorités. Il y a la vie, ses contraintes, ses obligations, le travail, la famille, les contingences matérielles, les proches, les envies, les hobbies. Dans une époque du toujours plus et du toujours plus vite dans laquelle nos cerveaux sont surstimulés par la nouveauté permanente, il est difficile de faire la clarté. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi nous sentons souvent bien débordés, je vous recommande d'écouter nos épisodes sur les mécanismes primaires du cerveau, 128 et le 87 sur la concentration. Pour en revenir au rythme effréné de nos vies, il est intéressant de nous demander à quel point nos agendas sont intentionnels ou subis. Quelle est notre part de liberté dans les sujets ou les tâches auxquelles nous accordons notre temps physique ou même notre temps de cerveau disponible ? Pour ce faire, je vous recommande un petit pas de côté avec 3 verbes tout simples. Je peux, je dois et j'ai envie. Passez vos activités au tamis de ces 3 façons de les envisager. Je vous donne un exemple bien connu des parents, les repas. C'est fatigant parce que, comme disait mon père, ça revient tout le temps. Je dois nourrir mes enfants 3 fois par jour. Je peux décider du niveau de sophistication de ce que je prépare. J'ai envie d'essayer de réduire progressivement la viande de notre alimentation. Et dans mon cas, je passe une partie significative de mon temps à la maison dans ma cuisine sans plaisir et cela me vole du temps sympa avec des copains ou les enfants pour qu'à la fin du compte, tout le monde râle devant mon dalle de lentilles ou mon gratin de brocoli. Alors, j'ai décidé d'alléger la pression que je me mets toute seule en alternant un repas qui demande de la préparation et quelque chose d'ultra simple ou de carrément tout fait. J'ai réduit ainsi mon niveau d'exigence envers moi-même et je reprends le contrôle de mon temps. Une autre piste, comment entretenir ses amitiés malgré un quotidien chargé ? Même si ça peut sembler contre-intuitif, entretenir une amitié représente certainement un effort ou une discipline. Si nous ne la priorisons pas, c'est comme le couple, c'est la première chose qui saute dans un quotidien chargé. Je vous donne 2 petites astuces d'expatriés qui pourraient s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Créez une routine. Je ne laisse pas passer plus de X semaines sans envoyer un message vocal à certains de mes très bons amis, même lorsque je n'ai rien d'extraordinaire à leur raconter. Et puis lorsque je leur fais mon petit message vocal, je me force à donner des nouvelles, bien sûr, mais je leur parle comme si nous étions à côté, qu'il n'y ait pas de pression de la distance et que nous papotions d'un événement vécu ensemble. Et figurez-vous que je pense même avoir été plus proche de certains amis que lorsque nous vivions à un arrondissement de distance. 5e et dernier regret, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Ce dernier regret est une forme de synthèse. Bronnie Ware rapporte que ses patients regrettent souvent d'avoir été dominés par leur recherche continue de toujours plus de plaisir et d'occupations divertissantes au détriment de la recherche d'une vie pleine de sens. Alors, grande question, le bonheur est un plaisir immédiat ou une quête de sens ? Alors oui, il y a une différence entre la vision hédoniste et eudémonique de la vie. Dans le premier cas, nous cherchons toujours plus de plaisir, car notre cerveau n'est pas fait pour se satisfaire de sa dose, il en veut toujours plus. C'est souvent un cercle vicieux aliénant. Dans le deuxième cas, la quête de sens, c'est le fait d'être connecté à ce qui fait du sens pour nous, à nos valeurs, à ce qui compte à nos yeux et qui est le socle de notre bien-être profond et durable. Alors j'en ai parlé en détail dans le numéro 91 sur les vertus de l'effort. Les patients regrettent souvent que leur vie ait manqué de profondeur. Par peur du changement, par habitude ou par conformisme, ils regrettent d'avoir refusé l'inconfort lié au questionnement plus profond. Vous me direz que cette question vous semble peut-être abyssale. Comment faire dès aujourd'hui pour entamer ce chemin ? Eh bien encore une fois, de façon assez contre-intuitive. En envisageant dès à présent votre mort, rien de glauque et de morbide là-dedans. La conscience de la finitude de la vie apporte une lumière différente sur ce que nous voulons en faire. Nos sociétés finalement craignent la mort, elles rejettent souvent l'idée et ça reste un peu tabou.
Cependant, les recherches montrent que la conscience de la mort nous permet de nous concentrer sur les bonnes priorités, sur le sens que nous voulons donner à ce temps si précieux, parce que rare. Cela nous aide même à faire preuve de plus de bienveillance avec les autres, d'avoir plus de compassion et de considérer davantage les grands enjeux qui nous dépassent, comme les multiples défis sociaux et environnementaux. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, notre finitude nous donne l'opportunité de revoir nos priorités. 1. Vivez selon vos propres désirs profonds. 2. Profitez de vos amis et de votre entourage. 3. Partagez vos ressentis. Et 4. Prenez le temps d'être heureux. Adage que je vous répète chaque semaine à la fin du podcast. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de réfléchir aux souvenirs que vous aimeriez laisser à vos proches. Je vous laisse avec une petite mousse qui nous vient d'un grand pionnier parti trop tôt, Steve Jobs. Se rappeler que l'on va mourir un jour est la meilleure manière que je connaisse pour éviter le piège. Ce piège qui dit que l'on a quelque chose à perdre. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.